Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, nous sommes sur RBS 91.9 avec notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. À la technique, Sosime Oussama et toujours Tata Marianne. Bonjour Marianne, bonjour Oussama. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Marianne. Bonjour Oussama, bonjour Aïcha, bonjour à nos chères auditrices et auditeurs. Alors Tata Marianne, quel est le menu de ce premier dimanche du joli mois de mai ? Aujourd'hui, je vous ferai un petit billet chroniqué sur une grande inconnue, mais au nom pourtant très connu, Hélène. Oui, Hélène de Beauvoir, pas Simone. Mais d'abord, place à notre invité, Florian. Florian. Salut, bonjour. Bonjour Florian. Invité pour nous présenter la Maison Mimir, 18 rue Prechter à Strasbourg. Alors Florian, pouvez-vous vous présenter un petit peu ? Déjà vous ? Moi ? D'accord, oui. Je vais essayer. Merci. Donc je m'appelle Florian, je suis un des 10 co-responsables, coprésidents de l'association Mimir à l'heure actuelle. Je suis membre du collège de la Maison Mimir donc. Et je suis là-bas le référent de la continuité des travaux. C'est-à-dire je coordonne un peu tout ce qui est le chantier de la maison puisque vous ne le savez pas mais vous le savez maintenant. La Maison Mimir c'est un lieu qu'on doit rénover entre autres. Et j'ai lu sur votre site de présentation que la Maison Mimir est un espace social autogéré. Alors c'est quoi un espace social autogéré ? Un espace social autogéré, si on le prend point par point, la Maison Mimir donc est un espace. C'est vraiment le 18 rue Prechter, c'est un bâtiment du XVIe siècle dans le quartier de la Cruteno qui définit l'espace de la Maison Mimir. Social parce que dans une mission sociale on va dire sans prétention, c'est-à-dire un lieu d'accueil, un lieu où il y a des vrais services sociaux aussi comme la bagagerie, où les gens peuvent déposer leurs bagages, un lieu basé sur des principes comme la convivialité et la bienveillance. Et on a aussi des permanences 3 fois par semaine, des permanences du Barakawa comme on l'appelle, où les gens peuvent y venir boire du thé, du café, des jus de fruits à prix libre. À prix libre, ça veut dire ? Alors à prix libre, ça veut dire sans prix indicatif. C'est-à-dire la Maison Mimir essaye de fonctionner sur une économie du prix libre, c'est-à-dire une économie où il n'y a pas de tarif indicatif pour le café, pour le thé, pour le jus de fruits. L'entrée de la maison est aussi à prix libre quand on y fait des soirées. On va dire c'est une philosophie économique. Et quel est votre rôle dans cette maison ? Alors en plus de coordonner les travaux de la maison, j'anime un atelier d'écriture le vendredi soir qui s'ouvre sur une scène ouverte et sur un atelier de théâtre d'impro et le dimanche un atelier de musique ancestrale. C'est-à-dire tous les instruments un peu vieux, comme le didgeridoo ou la flûte peul ou l'ocarina ou le bol tibétain, enfin c'est des instruments comme ça. Donc Florian, vous êtes un couteau suisse, un slasher multicarte, à la fois référent. Alors il faut dire la Maison Mimir, elle est en travaux, c'est ça, puisque. Alors oui, alors la Maison Mimir. D'où ça vient plutôt, on va essayer de voir comme ça. La Maison Mimir, donc ça occupe le 18 rue Prechter, qui était un bâtiment qui appartient toujours d'ailleurs à la ville de Strasbourg, qui était avant le siège d'Horizon Amitié. Si vous voyez Horizon Amitié à Cronenbourg, un de ses sièges à Strasbourg était le 18 rue Prechter à une certaine époque. En 99, le CHRS, le Centre d'hébergement et de ressources humaines, si je me trompe pas, le R à chaque fois j'ai peur de me tromper, a fermé en 99 et le bâtiment est resté vide jusqu'en 2010. Et en 2010, les membres de l'association Mimir qui venaient de créer l'association ont dit on reprend le bâtiment, on négocie avec la ville une amphithéose pour pouvoir avoir l'autorisation d'utiliser le lieu comme on l'entend. Et la mairie a répondu oui, on veut bien, la seule condition que vous le mettiez aux normes. Parce que c'est pour ça qu'eux l'avaient abandonné 10 ans plus tôt. Une amphithéose, c'est quoi ? Alors une amphithéose, c'est un bail. C'est un bail comme vous pouvez avoir un bail locatif ou toutes sortes de bails. De bail ou de baux, à chaque fois. Oui, un bail des baux, oui. Si je me rappelle mon école.
le bail amphithéotique. Alors l'amphithéose, ça doit être un mot latin dans le code de je ne sais quel machin qui veut dire. Ça ressemble un peu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez un loyer à la ville? Un loyer symbolique de 15 € par an. Le bâtiment appartient toujours à la ville de Strasbourg. Mais en échange de ce bail, on a le devoir de payer la taxe foncière. D'accord. Et vous avez le droit de faire des travaux? C'est un engagement. Ils ont signé le bail. Enfin, on a signé le bail avec la mairie. On l'a signé ensemble et ça fait partie des engagements du bail, c'est-à-dire la mise aux normes du bâtiment. Aux normes ERP, c'est un peu pointu. Ça veut dire établissement recevant du public. Tous les bâtiments, tous les lieux qui accueillent des gens, comme les bars, les cafés ou les restaurants, sont des établissements recevant du public. Et il y a des normes et il y a des chartes ERP des catégories de 5 jusqu'à 1, où le 1 c'est le plus pointu et le 5 c'est le plus permissif. La maison Mimir a un ERP de type 5. Et l'a obtenu l'année dernière, en 2018, donc en 2017. Donc on a été fermé de 2015 à 2017 pour mettre aux normes justement le bar à kawa en premier, puis la cuisine, puis les toilettes. Et dans votre rôle, alors de référent, vous êtes très calé là. C'est carrément refaire une construction. Il y a des gens qui vous aident. C'est quoi être référent? Alors être référent, c'est budgétiser le chantier, combien il va coûter, puis où est-ce qu'on va trouver les matériaux si on veut pas les acheter neufs, mettre en place des circuits de récup, convoquer des bénévoles entre guillemets, leur demander s'ils peuvent filer un coup de main à un moment T ou à un moment Y, puis s'y mettre, définir ce qu'on va faire dans conducteur de travaux entre guillemets quoi, c'est-à-dire du budget jusqu'à la réalisation. C'est ça mon rôle. Et actuellement, où c'en est? Et puis, qui fréquente la maison Mimir ces jours-ci? Alors, le chantier, en ce moment, on se concentre sur le premier étage de la maison, étant donné que le rez-de-chaussée de la maison est fini. On se concentre sur le premier étage de la maison. C'est-à-dire qu'au premier étage, normalement, en septembre, on touche du bois, si tout se passe bien, si on a les fonds on va pouvoir mettre en place une salle d'atelier pour faire de la peinture, de la sculpture, tout ce qui est activités main sales qui sont... Voilà. Un bureau associatif pour héberger des associations. Une bibliothèque, je peux le dire, une bibliothèque anarchiste avec des documents un peu, des livres un petit peu, voilà. Qu'on trouve pas partout. Super. Et un studio d'enregistrement qui ressemblera d'ailleurs un peu à ce qu'on voit dans le studio d'RBS, dans la radio RBS, quoi. Ah, donc Mimir aura aussi un studio. Oui, on aura un studio pas pour faire de la radio bien sûr, mais pour faire du son et de la musique et du montage vidéo. Voilà. Et pourquoi faire? Parce que le lieu il est souvent fréquenté par des artistes. Par exemple, il y a un bœuf bouffe le mercredi soir. Même les gens responsables de l'association dans le collège à l'heure actuelle sont pour la plupart des artistes. Comme vous? Oui, comme moi, oui, d'ailleurs. Un studio, c'est quelque chose qui doit être accessible. Quand on veut faire de la culture accessible, un studio d'enregistrement, son et vidéo, ça doit être accessible. Que la maison Lumière fonctionne à prix libre pour l'entrée, pour que les gens puissent accéder à une culture facilement, simplement. C'est bien que certains groupes, certains projets artistiques aboutissent à l'enregistrement d'une maquette ou à X ou Y chose qu'on peut faire dans un studio de manière abordable. Je trouve que c'est important. Ça fait partie des ambitions de la maison Lumière, quoi. Ah oui, ça c'est une sacrée ambition, c'est une belle ambition, quoi. Et actuellement, vous avez comment ça se passe vos activités culturelles? J'ai entendu parler de groupes projets, on a parlé des référents, on a parlé de la reconstruction de la maison, mais en attendant, la maison Mimir vit, elle fait des activités culturelles, j'ai entendu soirée bœuf bouffe, on peut en savoir un petit peu davantage? Oui, alors la maison Mimir a longtemps été un lieu de diversité culturelle qui présentait plein de choses, plein de groupes, plein de soirées. En plus de ces permanences du Barakawa qui sont plus à vocation sociale, on a souvent des soirées à la maison où des assos viennent, posent un débit de boisson pour pouvoir faire une buvette et invitent des concerts à jouer. Et ça fait une soirée, quoi. Ça fait un événement. Et c'est aussi à prix libre alors? Alors l'entrée est à prix libre. La bière à la buvette n'est pas encore à prix libre et on ne sait pas si déontologiquement on peut faire ça, si c'est vraiment une bonne idée. On y réfléchit tous les jours.
Et donc oui, des soirées, il y en a. Le mois d'avril a été particulièrement réussi, on va dire, pour la maison, puisque chaque week-end il y avait une soirée. Et surtout, c'était 4 soirées complètement différentes, avec une soirée punk le 7, une soirée reggae le 14, une pièce de théâtre le 21 et un festival de culture locale le 28, quoi. Et c'est là où toutes les assos sont invitées à venir pour poser un projet, ou même des artistes sont invités à venir pour poser, je sais pas, un moment de répète ou quelque chose comme ça, quoi. C'est très ouvert aux initiatives, pour résumer. Justement, alors, mettons que parmi nous, au Conseil des résidents étrangers, il y en a qui ont des projets, ou au Caresse, etc., et qui ont envie de venir à la Maison Mimir. Comment on fait? Bah, s'il y a une asso qui veut, par exemple, faire une soirée de soutien pour une cause, ou une soirée de soutien pour renflouer une trésorerie, enfin voilà, des choses qui peuvent arriver dans toutes les assos, on a une permanence le deuxième mardi de chaque mois, de 19h jusqu'à que ça finisse, où les associations sont invitées à poser leurs projets et à discuter avec Mimir de comment ça se fera, quoi. Merci Florian. Alors les pauses musicales d'aujourd'hui, spéciales génériques de série, vont vous baigner dans l'ambiance House of Cards, dont je parlerai plus en détail tout à l'heure. Et pour commencer en douceur, un morceau que j'adore, qui s'appelle I Don't Want to Be de Gavin DeGray, qui n'est autre que le générique des frères Scott, ou encore One Tree Hill en anglais, une série forte en émotion avec laquelle j'ai grandi. C'est parti. Du coup, je vous laisse avec cette merveille. Merci. Après cet espace, revenons à la Maison Mimir. Oui, bien sûr. Toujours avec Florian sur le 91.9. N'oubliez pas que nous avons une page Facebook. Laissez un petit pouce et un petit commentaire si vous avez envie. Il me semble que tu as d'autres questions, Tata Marianne, pour Florian. Ben oui, moi je voudrais revenir à cette histoire d'espace autogéré. C'est social aussi. Je voulais juste savoir quelle différence ça fait avec ce qu'on connaît ici dans les quartiers, les centres socioculturels classiques, quoi. Alors j'y ai réfléchi et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je connais pas beaucoup de centres socioculturels classiques. Ce que je peux dire, le côté autogestionnaire de la maison, il est sur 2 points. Il est sur le point financier, c'est-à-dire on n'est pas en quête de subvention. On ne demande pas d'argent public pour nous aider à financer la maison. On hésite même à demander de l'aide de mécènes, c'est-à-dire qu'on veut pas vraiment de dons comme ça, un petit peu intéressés, de contrepartie, de choses comme ça. C'est pas du tout notre philosophie. Et l'autogestion, elle est aussi au niveau, fonctionnement et action des bénévoles. C'est-à-dire, dans un CSC, peut-être qu'il y aura des gens qui seront mandatés pour être animateurs, voire même salariés pour être animateurs. Ils auront un cadre précis, avec un contrat de travail, avec etc., plein de choses très précises. À Mimir, quelqu'un qui viendra faire un atelier, on va dire, de sculpture sur pierre à savon, ne sera pas salarié, ne sera pas conventionné, il viendra, il invitera les gens pour venir à son atelier, il animera comme il animera, et il rangera son matériel de manière complètement bénévole et volontaire. C'est-à-dire que c'est lui qui gérera son temps de travail, c'est lui qui gérera son action, il sera dans l'autogestion. Ah, je comprends mieux, oui. Effectivement, si tu connais pas les centres socioculturels, moi je les connais, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Effectivement. Il faut des tas de paperasse. À propos de paperasse, j'ai quand même vu, puisque moi aussi j'ai proposé un service et j'ai vu qu'on m'a accueilli comme ça sans problème, mais j'ai quand même dû lire une charte et j'ai un peu oublié. Qu'est-ce qu'elle dit, votre charte ? Alors, on a écrit une charte parce que on s'est rendu compte depuis l'ouverture de la maison en 2010 qu'on véhicule des valeurs et qu'on n'a jamais pris le temps de mettre ces valeurs sur un bout de papier. Alors, des chartes, il y en a dans beaucoup d'assos, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'endroits. Mimir a sa charte. Si vous la lisez, vous allez retrouver toutes les qualités humaines que défend une charte. Je vous disais avant, bienveillance, hospitalité, accueil, convivialité. C'est plus des qualités humaines qui sont dans cette charte que des vrais devoirs, on va dire, que des vrais principes cadrés très prenants, on va dire, très fort. Non, là, c'est vraiment un petit rappel sur les qualités humaines de base qu'il faut avoir pour pouvoir fonctionner, circuler dans le lieu sans y créer de friction, de heurts, quoi.
Et plus largement, est-ce que ce genre d'espace comme Mimir, est-ce qu'il y en a ailleurs qu'à Strasbourg? Est-ce que vous êtes en lien avec un réseau en France, dans le monde, que sais-je? Alors des lieux à vocation autogestionnaire, il y en a. Je veux dire, j'espère, de manière utopique, dire ça, un par ville, au moins par grande ville, je dirais. Il y a, par exemple, en ayant fait un tour, des tours autour en France, dans pas mal de grandes villes de France, oui, il y a toujours des lieux un petit peu comme ça, ce qu'on a envie d'appeler l'underground, qu'on a envie d'appeler la contre-culture, qu'on a envie d'appeler alternatif, et qui se retrouvent sur justement cette manière de vouloir bouger les lignes de qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que l'action sociale, qu'est-ce que l'autogestion, qu'est-ce que le fonctionnement horizontal, parce que je pense que ça peut parler à pas mal de monde, ces histoires de fonctionnement horizontal, par exemple, d'autogestion. C'est un lien avec le pouvoir ou justement horizontal, pas vertical, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la réappropriation de l'espace public, puisque cette maison appartenait à la ville de Strasbourg. Là, elle a été entre guillemets réappropriée par une association, mais pas mal d'assauts aussi veulent se réapproprier des lieux pour éviter qu'ils meurent. Ils veulent se réapproprier des espaces pour éviter qu'ils soient détruits. Par exemple, la ZAD, quelque part, est un espace autogestionnaire. C'est un espace qui veut s'émanciper de la contrainte économique. C'est ce qui se passe par exemple à la ZAD de Kolbsheim, où les gens, par volonté individuelle, combinés les unes aux autres, donnent un lieu de résistance par rapport à un projet économique, l'autoroute. Et c'est les mêmes valeurs qui sont véhiculées, c'est-à-dire la préservation de l'espace commun. L'espace commun, oui. De justement arrêter de privatiser toutes les maisons, arrêter de privatiser toutes les forêts pour construire des choses. C'est des choses qui appartiennent au bien commun, au sens général de qu'est-ce que la chose commune, la République, quoi. Si on va chercher encore plus loin dans le fonctionnement institutionnel de la politique. Et donc c'est des actions qui requestionnent vraiment en profondeur le fonctionnement basique, classique de un projet. Ça fonctionne avec de l'argent. Ça fonctionne avec un business plan, ça fonctionne avec ça fonctionne avec ça, et si vous avez pas ça, c'est pas viable. Mimir dit juste, et tous ces lieux un petit peu comme ça, dit juste non, c'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est une façon de fonctionner, c'est pas la façon de fonctionner universelle. Sinon, si ça c'était vrai, on n'en serait pas là, nous, à essayer de montrer qu'il n'y a pas que ça qui existe. Merci Florian, j'avais encore des questions à poser, mais finalement vous y avez répondu. Mes questions c'était est-ce que ces espaces sont ouverts à tout le monde? Vous avez donné la valeur de convivialité, d'ouverture, etc. Une question c'était aussi pour Aïcha, est-ce que vous êtes en lien avec les administrations et les institutions? Je crois que vous avez répondu que c'est. Ah bah oui, on a toujours des liens avec, par exemple, on a des liens avec le Trésor public puisqu'on paie la taxe foncière. On a des liens avec la mairie puisque c'est elle à qui on a signé le bail le bail de la maison. On a des liens avec les institutions et les administrations. Mais comme toute autre association, c'est là où voilà, il n'y a pas plus de. Et est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes Alors, dans le collège, on est 10 et on est quasiment à la parité. On est 6 hommes et 4 femmes. D'accord. C'est quelque chose qu'on essaie de. On a eu beaucoup de débats quand on a écrit cette charte. Si j'y reviens, par exemple, au terme qu'on utilisait et la parité, par exemple, est passé à l'étude. On va dire. Certaines personnes disaient il faut la parité et d'autres personnes disaient la parité, la chercher en soi pour ce qu'elle est un peu un frein. Et donc les deux philosophies sont confrontées, et débat d'idées, débat d'opinion. Je ne crois pas que la parité en tant que telle est sur la charte, mais on est plus allé vers la non-discrimination, parce que la parité est un peu une discrimination. Enfin, l'absence de parité est une discrimination uniquement, on va dire, genrée, c'est-à-dire qui dépend du genre homme ou femme, et on essaie de lutter sur toute autre forme de discrimination. Au-delà du genre, au-delà de l'appartenance socio-professionnelle ou l'origine, on va dire tout simplement l'origine culturelle. Est-ce que tu as un mot pour la fin, à part si Tata Marianne a encore une question pour toi? Tata Marianne, une dernière question?
Ben moi, mot de la fin, mais surtout les événements à venir peut-être. Qu'est-ce qu'on peut aller faire avec Mimir ou chez Mimir bientôt? On peut toujours inviter les gens à venir à l'AG Projet pour poser des projets pour la rentrée par exemple. Mais pour ce qui est posé sur pour le mois de mai, on a je l'ai pas en tête là tout de suite. Je sais que le week-end du 19 et du 20 mai, il y a 2 événements. Un événement slam le samedi 19 mai et un événement punk le 20. Je sais que ça me revient maintenant, il y a un concert aussi métal le 25 mai. Et je sais qu'au début du mois, on a quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Et voilà. Mais tout ça est sur le site. Et j'aimerais encore une toute dernière question sur tes ateliers d'écriture. Donc, c'est comment on y va, etc. Pareil, hein, c'est une forme de permanence. Je veux dire, moi j'y suis tous les vendredis avec une feuille blanche et un stylo, avec plein de feuilles blanches et plein de stylos parce que ça commence par là, l'atelier. Et les gens sont juste, on les invite à venir. Après, il y a quelque chose, comme c'est à Mimir un vendredi soir, il y aura pas d'alcool. Et des fois les gens ils me disent mais écrire sans alcool, écrire un vendredi soir sans alcool, c'est compliqué. C'est pas ma pratique, c'est pas mon habitude. C'est quand même un comble. Alors nous on essaye bien sûr de mettre en avant aussi ce côté un peu la culture, ça fonctionne pas que je ne peux pas sortir si j'ai pas d'alcool ou il faut que je puisse non, la culture n'est pas alcoolisée, non? Pas forcément, enfin non, d'accord. Merci, vous me rassurez quand même. On est d'accord avec Mimir, avec en tout cas la position qu'a pris Mimir, parce que je vois pas la nécessité absolue, quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça dessert un peu le lieu, puisqu'à vendredi soir, j'ai l'impression, en tant que quelqu'un qui a créé des événements là-bas un vendredi soir, que s'il n'y a pas d'alcool, c'est difficile. Et du côté artistique, je dirais que les écrivains qui ont besoin de se désinhiber, de s'ouvrir le crâne avec de l'alcool, il y a d'autres outils. Donc on a un positionnement clair, c'est-à-dire ça sera sans alcool, mais ça nous fait souffrir des fois d'un manque de fréquentation. De toute façon, comme je dis souvent, l'avis de la majorité n'est pas toujours le meilleur avis. Merci Florian, merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause musicale. Je vous propose de continuer en sensualité et en subtilité avec le générique d'une série Netflix plus récente qui s'appelle Narcos et qui vous raconte l'incroyable histoire du grand narcotrafiquant Pablo Emilio Escobar. Parce que je ne peux pas oublier l'Amérique du Sud et que c'est une magnifique chanson avant d'aborder la question des relations de pouvoir hors autogestion. Donc restez bien connectés. C'est excellent. On est de retour, mesdames et messieurs, avec Madame Marianne et tout le monde, bien sûr, nous inviter aujourd'hui. Oui, de retour sur RBS 91.9, dans votre émission de Strasbourg. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que nous avons une page Facebook, de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Alors, Tata Marianne, même si je n'ai pas autant de vécu et d'expérience et de recul que toi, du haut de mes presque 25 ans, je vais quand même vous partager mon point de vue sur le rapport entre la politique et le pouvoir. Mais, me direz-vous, la politique, c'est le pouvoir. Et d'ailleurs, on dit d'un président élu qu'il est au pouvoir. Mais en fait, ici, mon approche est centrée sur l'homme, sur son désir d'être au pouvoir et sur la réelle application de celui-ci. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire avec ce pouvoir? Pourquoi lui court-il réellement après? Et surtout, après quoi court-il réellement? Comme vous le savez, je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je vais vous donner franchement mon opinion, et ça n'est que mon opinion. Et d'ailleurs, merci au pouvoir en place de me permettre de pouvoir exprimer mon opinion en toute liberté, il faut le dire. Mégalomane et narcissique, homme politique ou grand patron, n'aurait qu'un seul objectif selon le psychanalyste Jean-Pierre Friedman, conquérir le pouvoir et l'éternité, jusqu'à en oublier leurs convictions. Donc je vais vous donner une petite définition quand même du pouvoir politique pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de gouverner. Donc il y a une définition qui est donnée en droit constitutionnel. Étymologiquement, c'est le pouvoir dans la cité, dans l'État. C'est le pouvoir de prévision, d'impulsion, de décision et de coordination qui appartient à l'appareil dirigeant du pays, en principe de l'État. En principe. C'est-à-dire au gouvernement, organe exécutif essentiellement, et qui permet de déterminer la conduite et de conduire la politique nationale. Quels sont les caractères de celui-ci? C'est un phénomène d'autorité, donc il nécessite une double relation, commandement et obéissance. Là, ça devient intéressant. C'est pourquoi on distingue les gouvernants, à qui le pouvoir est dévolu, qui commandent, et les gouvernés qui obéissent. Il est contraignant. La contrainte matérielle sert non pas à fonder le pouvoir, mais à le maintenir. Il est initial, car tout part des dirigeants. Il a une vocation globale. L'autorité du pouvoir politique s'applique à tous et peut porter sur tous les domaines, exemple économie, social, enseignement. C'est ce qui permet de le distinguer d'autres phénomènes d'autorité. Aujourd'hui, alors, le pouvoir politique est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il s'est dissocié de la personne des gouvernants pour se porter sur une entité
qui lui sert de support, soit l'État, depuis le XVe siècle. Je rappelle toujours entre guillemets, en principe. Cette évolution est capitale car les dirigeants n'ont de compétences qu'en raison de leur fonction. Ils ne sont que dépositaires provisoires du pouvoir. La légitimité les dépasse et leur survie. C'est une phrase très importante, donc je vais la répéter. La légitimité les dépasse et leur survie. Une fois qu'on a dit ça, on remarque cependant que malgré cette institutionnalisation, on peut constater que le pouvoir est systématiquement associé à la personne en place. Alors si je dis à l'homme en place, j'aurai toutes les féministes sur le dos, mais c'est une réalité. Les chefs d'État sont majoritairement des hommes et on peut se poser la question d'ailleurs de savoir pourquoi. Dimanche dernier, toi et moi, Marianne, on avait échangé à propos, et notamment sur la représentation du pouvoir phallique, et on pourrait en discuter pendant des heures, n'est-ce pas ? Absolument. Et aujourd'hui, on ne parle pas de politique américaine, on parle de Trump ou même de Trumpisation. Aujourd'hui, la représentation de l'État allemand, c'est Madame Merkel et ainsi de suite. Tout le monde veut diriger car c'est la fonction la plus haute et c'est la puissance et le narcissisme à son paroxysme, toujours selon moi. La lutte pour le pouvoir est au centre de la vie politique selon les sociétés et les régimes, des partis, des factions, des clans ou des familles. Se disputent, se battent pour prendre le pouvoir et s'y maintenir. S'y maintenir pourquoi d'ailleurs ? En sachant que très rares sont les cas où le peuple réclame à nouveau le même dirigeant car il est génialissime. Alors pourquoi s'y maintenir si ce n'est pas une ambition totalement égoïste et individualiste et non plus pour le bien commun ? La réflexion sur le pouvoir est au centre d'ailleurs de la philosophie politique depuis Platon. Elle ne cesse de se demander comment et à quelles conditions un ou plusieurs hommes peuvent gouverner toute une cité. Nombre de spécialistes contemporains d'ailleurs définissent la science politique comme l'étude du pouvoir. Le principe même d'une république démocratique, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. On le voit depuis des années, on voit depuis des années, pour ne pas dire des siècles, que le pouvoir en place satisfait très rarement le peuple. Celui qui est toujours satisfait finalement, c'est le président. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'il est président et c'est le plus important. Ça me fascine de voir à quel point nous sommes des êtres qui vivons pour nous faire voir, pour nous faire bien voir, pour que l'on regarde notre nombril, pour que l'on nous dise des mots doux et mielleux. Et là, on pourra crever en paix. Prenons le cas des élections présidentielles ou autres élections médiatisées, parce que parce que la politique aujourd'hui, il faut le dire, c'est aussi une hyper-médiatisation, ne l'oublions pas. Élections auxquelles nombreux candidats sur la liste savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance, mais vraiment aucune chance de gagner, mais ils se présentent tout de même. Alors, toujours la même question, que viennent-ils faire là ? Pourquoi ? Toujours Jean-Pierre Friedman nous dit, je cite, « La conquête du pouvoir en période électorale, c'est une occasion extraordinaire de vivre leur narcissisme. Pendant quelques mois, on va parler d'eux. Arlette Laguillet, par exemple, elle sait très bien qu'elle ne sera jamais présidente. Je cite toujours. Mais imaginez la sensation de cette ancienne employée de banque à l'idée que, dans la France entière, on connaît Arlette. » Fin de citation. En parlant d'ancien employé de banque, j'en connais un qui est l'actuel président de ce pays. Parlons-en justement. Parlons de l'hypocrisie générale et de la façon dont on diabolise systématiquement chaque président après son élection, comme si nous étions des gens dépourvus d'intelligence qui continuons et nous obstinons à croire toutes les belles paroles du candidat et qu'il va changer le monde et qu'il va marcher sur la lune, un peu comme un enfant croit au Père Noël. J'ai écouté une émission cette semaine où l'on parlait du discours d'Emmanuel Macron avant et après son élection. Et une bonne dame, analyste, nous disait être déconcertée car son discours de candidat était... dans le registre affectif et qu'à présent, le ton était ferme. On dit même de l'homme qu'il est fermé et froid, un peu à l'instar de Francis Underwood, personnage principal de la série House of Cards, dont je vous proposerai une petite analyse tout à l'heure. On nous présente comme régime une république. Toutefois, M. Macron n'hésite pas à dire lors de les très rares rencontres qu'il daigne accorder aux petits citoyens français, aux petites gens qui l'ont élu à son trône tout-puissant, qu'il regarde maintenant du haut de l'Élysée, et qu'il dit que coûte que coûte, quoi qu'il arrive, cette réforme SNCF sera appliquée, donc merci de votre avis en gros, mais je m'en passerai. On se souvient aussi du fameux article 49.3 auquel M. Manuel Valls a eu recours pour nous imposer la loi du travail. Je rappelle que nous sommes en démocratie, c'est-à-dire débattre, c'est-à-dire avoir le choix, et que l'article qu'il a utilisé pour imposer cette loi est dans notre constitution. Messieurs, dames, c'est quand même inquiétant. Enfin bon, heureusement pour nous, il a décidé d'aller imposer ses lois chez les Espagnols, donc bon débarras, monsieur. On peut aussi parler de l'incroyable Penelope Gate, auquel s'est succédé l'affaire des costumes. On a vu l'ancien Premier ministre François Fillon au plus bas de sa popularité, traîné dans la boue. Lui, sa famille, ses pires péchés exposés devant la France entière. Son parti lui tournait le dos, et pourtant cet homme qui en passant avait déclaré, je cite, je retirerai ma candidature à la présidence si je suis mis en examen, cet homme qui a été effectivement mis en examen, c'est quand même un comble, est resté dans cette course au pouvoir, cette conquête du pouvoir, Marianne. La question est pourquoi, toujours la même question,
Pourquoi? Et j'espère qu'un jour je pourrai la lui poser en personne, mais uniquement lorsqu'il sera sorti de la vie politique, car un homme politique malin n'est pas un homme politique honnête, n'est pas une personne honnête. Car comme je vous le disais, les gens adorent les beaux discours et qu'on leur raconte des belles histoires. Et puis surtout, il faut penser à sa carrière avant tout. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas plus centré sur lui-même qu'un politicien. Certains psychanalystes vont même jusqu'à comparer un chef d'État à un corps divin, un corps sacré, et lorsqu'un Sarkozy balance à un citoyen « casse-toi pauvre con », il se désacralise et rentre dans le profane. Ou alors on peut tout simplement dire que l'on se rend compte qu'il n'est pas mieux que nous, citoyens que nous sommes, et qu'il n'a pas su cacher sa vraie personnalité jusqu'à la fin de son mandat. Or, donc il a enfreint en fait la première règle de l'homme politique qui veut faire carrière, c'est-à-dire être diplomate en toutes circonstances. Qui aurait élu François Hollande s'il nous avait franchement avoué qu'il comptait être très nul, voire inutile en tant que président, avec le charisme en moins par-dessus le marché? Mais peut-on vraiment nous plaindre que l'on nous mente alors même que c'est ce que nous leur demandons? Il y a cette espèce d'impossibilité d'être empathique au pouvoir. Dès que quelqu'un fait de la politique, il devient une cible nationale et la risée du peuple. On dit que c'est parce qu'ils ne respectent jamais leurs promesses. Mais Macron vous montre justement que maintenant, que lui, contrairement aux autres, va appliquer son programme et à la lettre et va s'en tenir. Et évidemment, nous ne sommes toujours pas satisfaits. Comme si la négation du peuple au pouvoir devenait maladif. Quand je vois les fluctuations incessantes n'empêchent de l'opinion publique, je me dis que c'est quand même une très bonne chose qui est un État pour nous gouverner et finalement décider pour nous ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas stables sans une autorité. C'est finalement tout l'enjeu du pouvoir, ma chère Marianne, d'éviter le désordre et de maintenir l'ordre. Mais à quel prix? Comme je vous le disais, je vais vous parler un petit peu de la série House of Cards. Comme je vous le disais tantôt, le politicien est avant tout un beau parleur et un menteur. N'ayons pas peur des mots. Et deviendra président finalement celui qui ment le mieux. Dans cette série, il se nomme Frank Underwood et il excelle dans cet art. D'ailleurs, il se nomme au pluriel les Underwood parce que c'est un couple qui fonctionne ensemble et avance ensemble coûte que coûte dans la même direction, dans le même machiavélisme, même s'il est révélé tard chez elle, puisqu'il est écrasé par ce mal dominant, égoïste. Je précise pour ceux qui n'ont jamais encore regardé cette série que je vais spoiler, donc bouchez vos oreilles et buvez une tisane. C'est l'histoire sombre d'un couple dont la seule ambition est le pouvoir et dont la Maison Blanche est l'obsession. En tout cas, ça devient l'obsession de cet homme, Frank Underwood, qui aide Garrett Walker à devenir président en échange de la garantie pour lui d'être secrétaire d'État suite à cette élection. Mais comme souvent en politique, malheureusement, le président élu ne respecte pas sa promesse. Ce qui met Underwood dans une rage folle, et cette frustration va se transformer en détermination absolue, non plus de devenir simple secrétaire d'État, mais de faire dégager Walker de son poste et de carrément prendre sa place. Donc c'est important déjà de souligner que cette ambition de la Maison Blanche est née simplement d'une frustration, et ça nous rappelle à quel point le pouvoir politique peut être dangereux suivant la main dans laquelle il est placé, puisque ceux qui nous dirigent et qui prennent des décisions, qui régissent la cité, sont aussi des êtres humains avec des émotions et des sentiments. D'ailleurs, le destin de Walker me fait penser au destin de Fillon, qui lui aussi a été jeté en pâture, pour ne pas dire assassiné politiquement, par l'homme qui lui a offert ses fameux costumes, précisons-le, simplement car il trouvait François Fillon plus distant que l'accoutumé avec lui. On peut se questionner quand même et se demander ce que ce monde serait si tous les hommes d'État étaient orgueilleux. Il y aurait des guerres ici et là, pour des raisons plus ou moins justifiées, et des présidents qui ne pensent qu'à leur nombril, aux grandes dames de leur population. Ah oui, pardon, j'oubliais. C'est déjà le cas. Underwood est un homme déterminé, prêt à tout pour arriver à ses fins, et qui obtient toujours ce qu'il veut. Il est d'ailleurs déjà vice-président à la fin de la première saison. Il forme une efficace et impitoyable équipe avec sa femme Claire Underwood, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. C'est un homme dont le quotidien se résume à corruption et manipulation en tout genre, et sans limite. Il nous manipule presque aussi nous-mêmes téléspectateurs, car il s'adresse régulièrement à nous en aparté, brisant ainsi le 4e mur, en justifiant même l'injustifiable. Et là où il faut saluer quand même l'acteur et le travail des scénaristes, c'est que malgré le fait que ce soit un être d'une cruauté extrême, un tueur en série, physique et politique, puisqu'il n'a aucun scrupule à éliminer un à un tout obstacle dressant devant lui, on a l'impression que commettre un meurtre est juste une formalité de plus pour lui, un peu comme on enlève une poussière gênante dans l'œil. Malgré tout, on arrive à éprouver de l'empathie et parfois presque de la sympathie pour ce personnage qui devient de plus en plus obsédé par ce bureau ovale. Et puis, lorsqu'il finit par y arriver, sa nouvelle obsession, c'est de pouvoir y rester. Et même y rester pour toujours, puisque s'il le pouvait. Et on dirait vraiment qu'il est convaincu que c'est possible. Donc il y a un paradoxe assez intéressant dans ce personnage, à la fois très très pragmatique et pourtant à des années-lumière du monde réel, comme un enfant. C'est le monde selon Underwood, et si la loi n'est pas de son côté, eh bien il change la loi.
Et si ce n'est pas lui qui gagne les élections, eh bien il s'allie avec sa meilleure amie, sa seule amie, sa femme, pour créer un climat de terreur quitte à sacrifier des vies. Tout ça pour gagner les élections. Là, je ne parle même plus de conquête, mais bien de guerre du pouvoir. En sachant qu'il est déjà au pouvoir, mais il est insatiable et a toujours besoin de se trouver un nouvel objectif. Un nouveau jouet pour se divertir, sauf qu'ici, c'est avec l'Amérique qu'il joue. D'ailleurs, je vais vous parler du caractère enfantin de ce personnage. Il est souligné aussi dans sa vie privée. Son passe-temps favori est jouer à détruire les gens dans des jeux vidéo ou alors à construire des maquettes géantes, comme un enfant construit son Lego. Il a comme un besoin vital de se trouver quelque chose à faire, comme s'il cherchait perpétuellement un but à sa vie, et pourtant il n'a pas d'enfant, il n'en veut pas, il n'a que Claire et la Maison Blanche, et ça lui suffit largement. D'ailleurs, entre sa femme et son poste, je pense qu'il choisirait sans beaucoup hésiter le pouvoir. Cette femme de l'ombre, justement, parlons-en. Disons un mot à propos d'elle, belle, froide, incernable, qui se tient toujours aux côtés de son mari et le soutient quoi qu'il arrive. Qu'elle soit d'accord ou non d'ailleurs avec lui, à l'instar d'Alicia Florrick dans la série The Good Wife, aussi traduit comme la femme parfaite ou un exemple. Dans le premier épisode, on découvre Claire Underwood, la femme de Francis, comme elle l'aime à l'appeler, à la tête d'une entreprise de protection de l'environnement. Elle est pleine d'ambition et de rêves, de grandeur pour son entreprise au départ. Mais elle finira par se rendre à l'évidence, c'est que dans ce couple, il y a le dominant, Frank, et la dominée, elle. Et que la soif de pouvoir de son époux ne laisse aucune place pour ses rêves personnels. Elle doit faire des sacrifices pour lui, lorsque lui n'en fait jamais pour elle. Pourquoi ? Parce que le plus important dans ce monde, c'est Frank Underwood et son nombril. Soit, dit en passant, quel genre de femme peut rester mariée 30 ans à ce genre d'homme, en n'ayant que lui au monde? Eh bien, c'est une femme qui finira par devenir comme lui, par être comme lui. Cruelle, elle l'a presque toujours été, mais dans l'avant-dernière saison, cette fois, elle a franchi, elle aussi, la zone de non-retour. Parce que finalement, lorsqu'on veut tout, on est capable de tout. Elle l'a appris auprès du meilleur. On pourrait croire que tout au long de l'avancement de la série, il la manipule et lui ment sans cesse, elle aussi, lui faisant espérer des choses qu'il ne lui donnera que lorsqu'il y trouve un intérêt personnel finalement. Néanmoins, dans la saison 5, cette Claire, toujours dans l'ombre de son mari, même lorsqu'elle se retrouve présidente par intérim, toujours à devoir faire passer sa propre ambition en dernier lieu, et même son désir d'être mère, qu'elle finit par avoir et dont elle est incapable de parler, ne serait-ce qu'une seule fois à cet homme qui partage sa vie depuis des décennies, tellement l'emprise est forte. Néanmoins, cette femme finira elle aussi par briser le 4e mur et nous expliquer qu'elle a toujours été là depuis le début, qu'elle savait tout. L'air de dire « Je ne suis pas aussi naïve que vous croyez, et moi aussi je peux le faire, c'est mon tour », dit-elle à Francis, lorsqu'elle s'installe définitivement seule dans le bureau ovale et qu'elle finit par évincer celui-ci. La voilà passée de femme de l'ombre à la femme la plus puissante du monde. Et le comble, c'est que oui, c'est grâce à son mari, si elle est arrivée là, mais tout ce qu'il a réussi à accomplir lui-même, il ne l'aurait pas non plus accompli sans elle. Il s'agit véritablement d'un tandem, d'un partenariat, c'est au-delà d'un mariage, c'est plus fort que ça, et d'ailleurs on ne comprend pas bien ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, puisque l'un est sans cœur et l'autre est aussi froide que la Sibérie. Underwood est un homme très cynique, pour revenir à lui, très théâtral. D'ailleurs, dans la vie réelle, on remarque bien ce genre de personnes. Et l'on voit tout de suite qu'elles ne sont pas naturelles, qu'elles ne sont pas sincères, sans vouloir citer Monsieur Trump. Il a également une particularité dont on a fait un sujet tabou aujourd'hui, mais qui est assez récurrente dans le monde politique, c'est qu'il est superstitieux. Il touche du bois dès qu'il en a l'occasion et cogne toujours 2 fois sur les tables ou les portes. On dit que les gens qui se font du mal le font pour se sentir plus vivants, donc on revient en fait à ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être aussi une façon de se sentir exister car il en a besoin. House of Cards vient signer la fin de la politique fondée sur le gouvernement par le peuple, sur la représentativité, le fait de pouvoir se reconnaître dans ses dirigeants, la connivence marquée par Underwood avec le spectateur est explicitement une super manipulation de plus. Il essaye même de nous manipuler nous, en sachant que l'on le sait manipulateur déjà. Donc est-ce que la perversion a ses limites finalement? Cette série est une expérimentation, et je finis avec ça, où le champ politique est utilisé comme un laboratoire, les scénaristes y injectent des personnages monstrueux, quasiment animalisés, et voient ce qu'ils peuvent faire et combien de temps ils peuvent tenir. Cette série est une parabole de ce que pourrait être ou devenir le monde politique si on ne fait pas attention et qu'on se laisse diriger par des hommes politiques meurtriers qui commettent des meurtres non pour l'intérêt général, mais pour leurs intérêts individuels et leurs ambitions. Et ce qui est fou, c'est que 5 ans après la création de cette série, on se retrouve avec un Donald Trump qui est la caricature exacte de Francis Underwood. Après avoir été l'envers de l'Amérique d'Obama, elle est devenue finalement, cette série, l'endroit de l'Amérique de Trump. Sauf que n'oublions pas que ce dernier a lui été élu, et c'est encore pire finalement. Alors, après vous avoir bassiné de cette politique et cette politique et du pouvoir, je
Je pense qu'une pause musicale ne serait pas de refus et je vous propose un remix non pas d'un générique mais d'une musique qui est devenue l'emblème presque de cette série. Je parle bien sûr de la fameuse Casa del Papel et du titre Bella Ciao, initialement un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, opposés aux troupes allemandes de la République italienne fasciste dans le cadre de la guerre. Chanté depuis 1963 dans le monde entier comme un hymne à la résistance et c'est un remix de Joker Ira et Meder. C'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur de Strasbourg et d'ailleurs, et pour terminer en beauté, le billet de Tata Marianne. Oui, Tata Marianne, après avoir entendu cet exposé magistral sur le pouvoir et les pouvoirs, va, en ce joli mois de mai, en ce joli mois de l'espoir, des espoirs, des contestations, des anniversaires, avec la fête comme il y a 50 ans, où une jeunesse étudiante, surtout des garçons un peu haut-parleurs de l'époque, s'était lâchés, avaient fait entendre la voix des baby-boomers qui voulaient dénoncer leurs conditions de misérables et revendiquer le pouvoir, l'autonomie, la liberté d'expression, de choisir d'exister. Après, quand même, dans ces années 60, la guerre d'Algérie, malgré la guerre du Vietnam qui n'était pas tout à fait finie, les inégalités sociales qui étaient déjà à secouer à l'époque et pas un peu plus fortement qu'aujourd'hui encore, de sexe n'en parlons pas, d'origine, bref, faire vivre en réel les valeurs de la République comme on dit aujourd'hui. C'était un petit peu ça, mon mai 68. Mais ces événements sont aujourd'hui commémorés, ce mot, qui me fait un peu gerber, en ce joli mois de mai un peu partout à Strasbourg, avec un focus sur le spectaculaire, le pouvoir des médias, le genre poids des mots, choc des photos. À l'époque, on parlait du 4e pouvoir, celui des médias, jusqu'à ce que, comme aujourd'hui, il soit démultiplié et atomisé par le réseau, les smartphones, pouvoirs individuels de diffusion et d'expression qui, malgré cette massification, ignorent ou laissent quand même dans l'ombre faits et personnes dont les pouvoirs et l'action ne vont pas de soi, ne vont pas dans le sens commun et dont ne parle jamais House of Cards. Le billet de Tata Marianne, donc là, poursuit sa réhabilitation des illustres inconnus au pouvoir discret, sans image, avec le seul poids de mes mots et le son de RBS ce soir piloté par notre technicien Oussama. Je voudrais partager la joie et les interrogations que m'ont procuré la visite de la rétrospective de l'œuvre de la peintre Hélène de Beauvoir. Oui, j'ai bien dit Hélène. Hélène, pas Simone. Hélène, l'autre de Beauvoir, la petite sœur inconnue, oubliée, enterrée, la Parisienne qui s'installa en Alsace, à Goxwiller, jusqu'à son décès en 2001, et qui en fut ignorée, et de Paris, et de Strasbourg, et d'Alsace, hors les cercles proches, privant ainsi nos concitoyennes et nos concitoyens d'un regard esthétique et critique original sur notre XXe siècle contestataire qu'elle a parcouru de bout en bout puisqu'elle est née en 1910 et morte en 2001. Ces tableaux et gravures sont visibles à Hirstein au musée Wurth, dans cette campagne alsacienne où elle a fini ses jours. Ils retracent un parcours de vie, donc comme je le disais, qui ponctue tout le siècle dernier, parce qu'elle a peint jeune à l'époque avec Picasso, qui la considérait déjà comme un génie en herbe. C'est peu de le dire. Elle peint en France, elle peint à l'étranger, en Algérie, au Portugal, en Grèce, en Afrique, partout où elle voyage du fait de son diplomate de mari. Et elle ouvre l'œil sur le monde avec ses tableaux, un œil philosophe, un œil critique, celui d'une femme exigeante et d'une féministe engagée, quoique toujours très discrète. Hélène peint, grave, met en forme les lieux qu'elle a connus, les gens qu'elle a côtoyés, les animaux qu'elle préfère, des lions, des zèbres, les événements qu'elle a jugés importants et, entre autres, elle a vécu et observé mai 68, alors qu'elle était déjà une femme installée, libre de 50 ans, et elle a réalisé une série de tableaux complètement aux antipodes des photos de Paris Match et de toutes les photos actuellement exposées dans les Arts Déco ou à la BNU à Strasbourg. Et je recommande donc d'aller voir l'expo d'Hélène de Beauvoir et en particulier cette période-là. Où est-ce qu'on peut la voir ?
on peut la voir au musée Wurth à Erstein. Okay. Donc, c'est pas très loin, à 15 km. Et tous les samedis, entrée gratuite pour tout le monde. Super. Vraiment, je recommande. Pour ces silhouettes gris, noir des CRS massées en face des silhouettes roses claires des manifestants sur fond de ciel bleu, avec parfois du rose et de l'orange qui figurent, moi je le sais, mais peut-être ne le devinerez-vous pas, les effets des bombes lacrymaux de l'époque. Hein? C'est une représentation dérangeante de ce qu'elle a appelé ironiquement ce joli mois de mai, et qui ouvre des perspectives de réflexion, questionne le ballet des pouvoirs, de l'affrontement, de la violence et de cette notion qu'on appelle les masses, tout qu'aujourd'hui on ne fait que compter en plus ou en moins. Ces peintures ont été ignorées pendant des décennies par les médias. Hélène, elle, depuis ces décennies, elle peint. Elle a toujours peint, chaque jour, avec talent, avec génie, hors des sentiers battus. Elle avait des choses à dire, des choses à montrer, des idées à concrétiser, des faits à représenter, un pouvoir d'expression et de réalisation par l'art. Enfin, depuis cette année seulement, et grâce à une poignée de gens complètement discrets et inconnus, enfin diffusé, c'est ce pouvoir de l'art et de la trace que laisse l'artiste, elle-même, hélas, disparue, et qui montre que l'œuvre peut faire autant de force, de propositions et de réflexion, même quand l'artiste a disparu. Alors, en ce joli mois de mai 2018, allez voir Hélène Debay, ne la faites plus douter de son art, celle qui se prenait la petite sœur dans l'ombre des Sunlight. Allez la voir. Ce joli mois de mai, en 2018, n'est plus celui de 1968. Celui d'Hélène, la femme libre, celui de moi, qui était alors l'adolescente à peine sortie de son village et qui connut l'excitation de la rébellion aux côtés de quelques lycéens de Fustel et d'étudiants en philo, situationnistes au verbe plus clair que leurs empêtrements d'ignares en amour et en sexualité, que nous étions toutes et toutes alors à partager cette ignorance. Mais les injustices sociales d'alors, la contestation de l'ordre établi avec manifs, graffitis, affiches, slogans, du style « Nous sommes un groupuscule, CRS égale SS », avec cette vitalité parfois outrancière, mais et qui est celle qui s'affirme, qui veut ne pas se laisser avoir par le pouvoir en place, cette nécessité de se regrouper pour agir de conserve, et maintenant, avec la possibilité d'exister par soi-même, c'est la vie, c'est l'espoir, faire la fête, non seulement à Macron, non seulement contre, mais pour la démocratie qui sera sociale, qui devra être sociale ici, mais ailleurs aussi, et qui devra être avec Simone, avec Flora, avec Hélène. Hélène qui a, elle, ouvert le premier centre d'accueil pour femmes battues, Flora Tristan, dans les années 70, sans tambour ni trompette, à Strasbourg. Merci. Merci Marianne pour ce billet. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos auditeurs et auditrices qui nous sont fidèles. Et celles et ceux qui nous rejoignent, nous vous donnons rendez-vous même jour, même heure sur RBS 91.9 avec de Strasbourg et d'ailleurs. Tout de suite nos amis d'Afrique Hebdo.